Africa Télévision, la chaîne panafricaine. Toujours un plaisir de vous savoir nombreux en train de suivre Africa Télévision, mesdames et messieurs. Vous le savez, c'est l'heure du magazine Grand Format, toujours prêt à vous tenir informés par rapport à l'actualité politique du pays. Nous allons pour aujourd'hui essayer d'aborder les grands sujets qui ont fait la une et l'actualité du pays. Les points au niveau du massacre qui s'est passé à Yumbi, les rapports des Nations Unies a été assez accablant. Le ministre des Droits humains s'est prononcé là-dessus. Même les gouverneurs des provinces de l'époque a presque été mis en accusation. Il devra venir, si jamais il y aura procès, pour pouvoir participer, ne serait-ce que comme renseignant. Mais vous le savez aussi, les dernières sanctions contre le président de la CENI, également le vice-président, ainsi qu'un des conseillers, sont accusés de corruption. Également, vous le savez, depuis que le chef de l'État, avec toutes les institutions du pays qui s'étaient réunies, avait levé l'option de suspendre la mise en place du Sénat. Qu'est-ce qui en reste pour le jour qui suit? Également, la CENI, après que les élections de gouverneurs de province aient été reportées, a donné une date, mesdames et messieurs. Voilà ce qui sera la quintessence des sujets qu'on aura bien sûr à débattre tout au long de ces magazines qui reçoit pour vous Fiyou Ndondoboni. Il est président du Parti Orange, il est proche du président de la République, mais aussi il est un des fils de cette partie du pays, du Maïndombe précisément de Yumbi. Il est également porte-parole de la commission des sages de Yumbi qui travaille en connivence, ensemble, en intelligence avec les institutions du pays, justement pour arriver à trouver des solutions spécifiques par rapport à ce qui s'est passé dans cette partie du pays. Fiyou Ndondoboni, bienvenue sur le plateau de Grand Format. C'est un plaisir que je me retrouve de nouveau en scène. Je ne serai pas seul, je serai accompagné de mon compère avec qui on va co-présenter cette émission. Thierry Bongo, bienvenue. Merci beaucoup Patrick Wadio, merci à tous les téléspectateurs fidèles à cette grande émission. Fiyou Ndondoboni, après le petit tour chez vous à Maïndombe, précisément à Yumbi, où vous avez séjourné pendant quelques temps, comment vous décrivez la situation exacte aujourd'hui sur place? Il faut noter qu'avant que nous puissions nous y rendre, il y a eu une séance de travail qui a été effectuée sur demande du chef de l'État, les conseils spéciaux du chef de l'État, avec quelques notables de Banounou Bobangui, parce qu'il faut dire que les Banounou Bobangui sont à Bolobo, Yumbi, Lukule, Lankuboko, jusqu'au niveau de l'équateur, le long du fleuve. Mais la partie qui est concernée, c'est la partie de Yumbi, au niveau de la province de Maïndombe. Le chef de l'État a instruit le conseil spécial avec qui nous avons tenu la réunion et il fallait cerner le vrai problème et poser le base qui ferait à ce qu'à l'issue de cette situation, la population qui a traversé de l'autre côté du fleuve puisse revenir et également lever des options de manière à ce que ce qui s'est passé ne puisse plus jamais se reproduire. Et en cela, il était clairement établi que l'objet de la mission de Yumbi serait une mission de recherche de la vérité, d'établissement de la justice et enfin de la réconciliation. Alors pour cela, il y avait des options qui ont été levées. Entre autres, on devait dépêcher le génie militaire pour qu'il puisse préparer les conditions d'accueil de nos populations. Il fallait que la police qui est sur place vienne de Kinshasa au lieu que ça vienne de Inongo, parce que la population se sentait frustrée avec le pouvoir de Inongo. Il fallait également que l'armée qui était sur place puisse être gardée jusqu'à nouvel ordre. Et c'est dans ces cadres-là que, lors de la tripartite qui a été annoncée par le chef de l'État, le vice-premier ministre a voulu à ce que cette commission puisse l'accompagner dans la tripartite et arriver également sur place à Yumbi, à Makotimpoko, qui est le village en face de Yumbi. Et nous sommes partis. Nous avons effectué ce voyage jusqu'au niveau de Makotimpoko. On a échangé avec la population Banounou Bobangui ici qui se trouve au Congo-Brazzaville. Nous leur avons sensibilisé pour rentrer. On est arrivé à Yumbi, on a fait le même travail.
Et à l'issue de ce travail, nous avons constaté ce qui suit. Un, sur le plan sécuritaire, les dispositions sont prises parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État a honoré son engagement, c'est-à-dire le colonel militaire qui jouait le rôle de l'AT est encore là jusqu'aujourd'hui à la satisfaction de la population. Il y a les éléments de la police qui sont venus de Kinshasa et non de Inongo. Il y a également le génie militaire qui est arrivé pour commencer à prêter le cadre. Il y a aussi l'auditeur, le général auditeur militaire qui est sur place pour auditionner les témoignages de la population en vue que la vérité soit mise sur la table de manière à ce qu'on puisse établir la justice. Donc voilà ce qui est fait jusque-là. Au niveau de Yumbi, il y a plus ou moins 65% de la population qui est revenue. Mais au niveau de Nkolo et Bongende, c'est encore un vide. Il faut se dire que plus ou moins 11 000 personnes se retrouvent au Congo-Brazzaville et une bonne partie le long du fleuve au niveau des Nganda. C'est cette population-là qui commence progressivement à revenir pour rentrer dans Ingende et Nkolo. Voilà un peu en résumé la situation telle qu'elle se présente et nous poursuivons pour qu'effectivement l'ensemble de la population revienne et entre. Et nous saluons également l'option qui a été levée par la ministre de genre, ministre des Droits humains, pour dire qu'il fallait effectivement que la vérité soit rétablie pour que les auteurs de ce crime ignoble soient sévèrement sanctionnés par la loi. Justement, le rapport des Nations Unies est assez accablant. À suivre Marie-Ange Mouchébécois, les modes même, les modus operandi utilisés donnent lieu à croire que ces massacres, puisqu'aujourd'hui, il ne faut plus mâcher les mots, il faut parler en termes de massacres, ces massacres ont été planifiés, puisqu'il y a eu même usage des armes à feu. Mais la question que l'on se pose, qui peut bien sûr vouloir à ce que des fils de même terroir s'entretuent, à qui aurait profité ces crimes finalement, puisqu'on a vu même la responsabilité du gouverneur de cette province qui est presque mise en cause. En effet, la justice va faire son travail. La justice va faire son travail et la vérité finira par éclater au grand jour. Mais ce qui est vrai, il y a deux communautés qui vivent dans ce territoire de Yumbi. Il y a les Banounou Bobangi qui sont responsables de terre avec une communauté Tende, les Tende, qui sont des personnes vivant à la savane. Et les Banounou Bobangi vivent le long du fleuve. Et chacun a son coin et ils vivent d'une manière assez pacifique. Mais nous avons remarqué qu'il y a la présence des acteurs politiques pour des raisons purement égoïstes au sein d'une communauté qui ont voulu profiter d'une situation donnée et tirer les intérêts purement policiers, politiciens, dans le sens de nuire à l'intérêt de l'ensemble de toute une communauté qui est le Banounou Bobangi. Donc ce qui fait qu'en ces jours, ces acteurs politiques ont posé des actes, voilà pourquoi les rapports parlent d'une planification, ont posé des actes qui puissent faire à ce qu'une communauté traverse de manière à ce que quand viendraient les élections, cette communauté soit minoritaire et la communauté dont ils sont membres puisse gagner les élections. Mais c'est dommage et dramatique comme plan, dans le sens qu'on peut prendre l'option de tuer, de faire disparaître toute une communauté pour des intérêts égoïstes et électoraux purement. Et au stade actuel, la justice va faire son travail et la justice va identifier les auteurs et la justice va sévèrement sanctionner ces auteurs par rapport aux instructions que le chef de l'État lui-même a données. Thierry Bongo. Vous avez vous-même peint le décor, Fiyu Ndomboni, en tant que notable de Yumbi. Maintenant, la grande question que tout le monde se pose, la CENI a prévu des élections à la fin de ce mois. Est-ce que c'est possible? À La Réunion, le rapport, quand nous sommes allés avec le vice-premier ministre, lui-même, il a constaté que la tenue des élections au 31 était pratiquement impossible. Il est revenu, il a fait un point de presse, il a présenté la situation, il a donné la probabilité d'un report dans ce point. Parce qu'au cas où les élections se tenaient dans les conditions telles que ça se présente aujourd'hui, donc on ne résolverait pas les problèmes. Mais du moins, nous avons pris des dispositions sensibilisées pour que au cas où ces reports ne seraient pas obtenus, que les choses soient à mesure de se tenir. Mais du moins, l'idéal serait effectivement ces reports parce que
une bonne partie de la communauté Balunu Bangui n'est pas encore revenue au Congo-Brazzaville, au Congo RDC, pratiquement à Yumbi, parce que à cause de ces traumatismes-là, mais arrivés sur place, nous leur avons garanti de l'effort du gouvernement et de dispositions sécuritaires qui sont prises pour leur retour et de l'accueil qui se prépare pour leur retour. Toute la communauté est prête à rentrer et disposée à rentrer sans trop de conditions, mais ils sont prêts. Donc, ce qui fait qu'au niveau de la tripartite également, il a été convenu qu'une date va être fixée pour que cette communauté rentre. Étant donné que cette date à fixer va au-delà du 31 mars, donc d'une manière indirecte, officiellement, la communauté rentrera après le 31 mars. Parce que la tripartite a réuni la RDC, Congo-Brazzaville et le HR. Donc vous comprenez que l'option levée à ce niveau-là contraint plus ou moins notre nation à tenir compte de cette option qui est levée à ce niveau. Bon, bien qu'à ce niveau, on ne veut pas prendre les élections comme contrainte par rapport à leur planification. Oui, c'est vrai, vous dites que c'est important, il faut qu'on puisse planifier, mettre tout en ordre avant qu'ils ne reviennent. Mais un point très important, la capitale confiance que doit émaner du gouvernement, c'est le fait que la justice puisse faire son travail. On en est où sous le plan judiciaire de cette question-là? On a l'impression que du côté judiciaire, ça dort encore. Non, je pense que vous avez suivi, il y a plusieurs organes qui ont fait les enquêtes sur place. Sinon, il n'y aurait pas eu le rapport officiel de la commission des Nations Unies autour de cette question. Donc, les procès vont certainement commencer en son temps. Il y a le gouvernement congolais qui a dépêché à l'auditeur général qui est sur place pour auditionner également, de manière à ce que les éléments palpables d'accusation vis-à-vis des X, Y ou Z, il y a de plaintes par-ci, par-là. Donc, il revient à cet auditeur de rassembler l'ensemble d'éléments pour qu'enfin les procès commencent. Vous avez vu la ministre des Droits humains, Madame la ministre, a annoncé même certains témoins qui devaient se présenter devant, au cas où, au moment du début du procès. Donc, il y a un effort qui est en train de se faire. Nous sommes confiants vis-à-vis de l'action qui est en train de se faire parce que nous ne pouvons pas, au stade actuel, accepter plus près de 900 personnes meurent à cause d'une volonté de quelques personnes qui s'octroient le droit d'éliminer, d'arrêter le vie et des enfants, de jeunes ainsi que de vieux. C'est inacceptable. Il faudra que ces personnes soient sévèrement sanctionnées par la loi pour que pareilles circonstances ne se reproduisent plus dans ces territoires. Nous avons le rêve, la vision de bâtir une nation forte où l'amour, l'unité demeurent les sous-bassements et non pas des tueries de cette nature. Peut-on dire qu'aujourd'hui, la fixation de la date de ces futures élections dépend aussi du début du processus judiciaire? Est-ce que quelque part, on ne peut pas fixer la date sans qu'il y ait ne fût-ce qu'un signal clair du début de procès? Non, pas nécessairement. Je pense que le préalable pour les dispositions sécuritaires ont été prises par les gouvernements. Il faut qu'on les reconnaisse. Le chef de l'État s'est impliqué. Le commandant était bien là pendant que le massacre était en train de se faire. La confiance est en train de revenir. Et là, nous avons rassuré nos communautés sur place qui sont confiants et qui croient à l'action que nous sommes en train de mener. Et le procès ne sera pas totalement lié. Je pense que au stade actuel, on a besoin justement que la communauté locale revienne pour que cette communauté enrichisse les éléments d'accusation vis-à-vis des personnes qui ont été acteurs de cette scène macabre. Vous suivez le magazine Grand Format, c'est Tapan que vous nous rejoignez. Nous recevons Fiyun Noboni. Les numéros au bas de l'écran, vous pouvez interréagir, j'arrive à cette émission. Écrivez-nous via SMS ou également vous pouvez nous appeler. Les deux numéros aussi sont sur WhatsApp. Vous pouvez réagir pour poser vos questions par rapport à cette émission. Fiyun Noboni, nous allons rapidement brosser maintenant à l'actualité politique du pays. Vous le savez comme nous, les membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI sont accusés de corruption. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, il y a tout un rapport du département d'État américain qui a une fois de plus sanctionné Corneille Nangaa, Norbert Basengezi, le fils Basengezi aussi, qui fait office de conseiller du président de la CENI. On n'a pas vu le chef de l'État avoir assez d'empressement, comme il en a eu lorsqu'il était question d'éprouver la corruption des députés provinciaux par rapport aux élections du gouverneur
plutôt des élections des sénateurs. Là où il n'y a pas eu suffisamment de preuves, le chef de l'État a convoqué toute une réunion interinstitutionnelle. Mais là où les Américains apportent de preuves de corruption, le chef de l'État s'était. Est-ce parce que c'est l'arbre qui cache la forêt? Non, non, le chef de l'État n'a pas gardé le silence. Vous comprenez que la question des sénateurs, c'est une question nationale. C'est une question qui relève de la dignité, de l'honneur de toute une nation où le leadership est assuré par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Vous comprenez que cette question devrait lui pousser à réagir d'une manière directe parce que cela va de l'intérêt direct de la nation congolaise. Parce qu'il ne pouvait pas accepter qu'une institution comme le Sénat, qui devrait être le reflet de l'intégrité, le reflet de la moralité, le reflet de la sagesse, puisse avoir comme fondement la tricherie, la corruption. Ça ne pouvait pas tolérer. Il a agi en responsable, il a eu tout le droit, tout le pouvoir, que ce soit constitutionnel, de le faire. Nous y reviendrons si vous voulez bien. Alors, par rapport à cette question, c'est tout à fait normal, c'est un État étranger qui accuse ou qui a fait une déclaration, et là, ça nous pousse à avoir une réflexion importante quand on se retrouve dans une situation telle qu'un autre État sanctionne. Et il y a une question à se poser, il y a une question réelle à se poser sur qui nous sommes en vérité. Parce qu'en fait, si ces États se permettent de sanctionner de cette manière, c'est parce qu'il y a une faiblesse interne à notre niveau. Le comportement en tant que leader ou responsable des institutions qu'on nous attribue à gérer pour l'intérêt de la population, de la manière dont nous les gérions, et que nous avons des attitudes, des comportements qui vont au-delà du plus faible qui est la population. Et voilà pourquoi ces États, ces rangeants du côté de la population, ont des attitudes, des comportements qui vont dans le sens de fragiliser ce système organisé au sein de l'État. Alors, aujourd'hui, les silences du chef de l'État, parce que vous savez, permettez-moi de poser cette question. Fiune Ndondoboni, nous avons l'exécutif congolais est bicéphale et le ministre de la Justice dépend de l'exécutif, le procureur général dépend du ministre de la Justice. Pourquoi on n'a pas vu le chef de l'État donner ne serait-ce qu'un signal dans le sens où appeler le procureur général en tant que maître de l'action publique pour ne serait-ce qu'essayer d'ouvrir une petite mission d'information, par exemple, ne serait-ce qu'à ce titre-là. Il ne l'a pas fait, mais il a fait lorsqu'il fallait juger de la question de corruption des députés provinciaux qui jusque-là n'est pas prouvée. Le chef de l'État a certainement des raisons plus évidentes qui le poussent à gérer les choses de cette manière. Mais la question du Sénat était tellement flagrante, il fallait absolument lever une option directe. Mais ici, je vais à une réflexion au-delà de ce que vous posez comme problème. J'aimerais achever ma réflexion pour dire qu'il nous revient de réfléchir, de nous poser des questions réellement, c'est que nous sommes. Parce que si en tant qu'État, d'autres États se permettent de nous sanctionner, et là, je fais une réflexion, je mets sur la table, on se pose la question réellement si nous comprenons qui nous sommes. Parce que nous-mêmes, nous sommes en train de détruire le plus faible qui est la population, et ce sont les autres qui interviennent pour protéger le plus faible qui est la population. Et pourtant, c'est nous-mêmes qui avons la responsabilité, qui devraient jouer le rôle de protéger le plus faible. Et c'est ça le grand problème qui se présente aujourd'hui. Parce qu'en tant qu'État, on devait bâtir notre vision sur des valeurs d'intégrité, de valeurs de moralité. Même si nous ne sommes pas au même niveau de puissance financière avec d'autres États, mais les valeurs sur lesquelles nous sommes assis feraient à ce que ces États puissent nous respecter. Aujourd'hui, si ces États se permettent d'avoir de telles attitudes, de tels comportements, c'est parce que quelque part nous ne sommes pas respectés. C'est parce que quelque part nous ne fondons pas nos actions sur les valeurs universelles. C'est parce que quelque part il y a une faiblesse dans nos actions. Voilà pourquoi justement le chef de l'État, dans sa priorité des actions, parle de bâtir un État de droit.
parle de lutter contre les antivaleurs, parle de lutter contre la corruption, qui sont des éléments qui rendent justement notre nation, qui feraient à ce que ces éléments, une fois maîtrisés, feraient à ce que la perception de l'extérieur vis-à-vis de notre nation change. Il n'y aurait pas directement ce genre de sanctions, mais il y aura échange responsable, partenaire entre États. Vous comprenez? C'est à ce niveau-là qu'il faudra travailler pour que la perception des autres sur notre nation soit beaucoup plus une perception d'un partenaire, d'un État partenaire, que ça soit un État enfant sur qui on peut sanctionner à tout moment. Avant de passer la parole à Afine Noboni, peut-être ma dernière question là-dessus. On va essayer un peu d'écrire l'abcès, on va mener une réflexion. Une certaine opinion pense que si le chef de l'État s'était, c'est parce qu'il sait qu'il n'a pas gagné les élections et c'est ce même bureau de la CENI qu'il a servi une victoire et s'attaquer aux membres de cette CENI, notamment le président et le vice-président, serait vouloir scier l'arbre sur lequel on s'est assis. Non, ça n'a pas de sens. Sinon, il n'allait pas gérer cette question du Sénat. Ça n'a aucun sens. Scier l'arbre sur lequel il est assis, je pense que ça n'a aucun sens. Les résultats ont été publiés en 2006, en 2011, en 2018, 19. Les résultats ont été publiés. Il y a eu des contestations dans toutes ces élections. Je pense qu'actuellement, le chef de l'État, parmi ses priorités, c'est de travailler également pour que nous puissions avoir un système organisationnel, une organisation, c'est-à-dire une CENI, qui fera à ce que les prochaines élections, que nous n'ayons pas des situations déplorées aux élections antérieures. Donc c'est un défi qui est sur sa table, qu'il va certainement relever par rapport à l'avenir. Voilà, Fiu Noboni, j'arrête la parole à Patrick Wadio. Voilà. Là où le bas blesse pour une certaine opinion, c'est de voir l'action rapide du président de la République pour un dossier qui concerne plus l'UDPS que d'autres partis, la question de la corruption, parce que les députés, les sénateurs de l'UDPS ne sont pas sortis à ces élections sénatoriales, on diligente toute une réunion interinstitutionnelle, et voilà, on met des accusations sur la table, on voit la chasse aux sorcières au sein du parti. C'est une question qui concerne le parti UDPS, mais pour ce qui concerne l'État qui est lésé, parce que 100 millions de dollars, quand ça sort des caisses de l'État, c'est quand même une somme colossale qui peut servir à la nation. 100 millions de dollars, quand on parle de corruption, de la CENI, c'est quand même aussi important. L'institution CENI, c'est une institution importante dans la crédibilité des acteurs, de la légitimité des acteurs qui vont sortir de ces élections qu'ils organisent. Mais on ne voit pas d'action. Là où ça pose problème, c'est qu'on ne voit pas d'action depuis la sortie de ce rapport. Non, mais quelle action? Vous savez que si le chef de l'État devrait réagir là-dessus, il devrait avoir certainement des rapports d'audit, il devrait avoir telle chose, il devrait avoir plusieurs soubassements. Il ne devra pas avoir l'empressement de parler comme ça parce qu'il y a une déclaration quelque part. Il va certainement agir. C'est quelqu'un qui travaille dans le sens d'un état de droit, dans le sens de la lutte contre les antivaleurs et la corruption. Il va certainement agir. Cela ne veut pas dire, comme il y a entre guillemets un petit silence qui n'agit pas, il va certainement agir. On a vu plus de bruit avec la question du sénateur. Bon, les élections sénatoriales... Parce que c'est l'UDPS, ça le touche plus. Les élections sénatoriales étaient trop flagrantes, vous comprenez? La CENI aussi, c'est flagrant. La flagrance était telle que on ne pouvait pas... Imaginez une fois qu'un sénateur élu se présente dans une nation étrangère, il atterrit à l'aéroport et se... Oui, le sénateur, oui, mais l'organe qui organise les élections, les sénateurs, lui aussi, a un problème de crédibilité. A déjà eu cette perception négative sur sa crédibilité. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une réalité, nous vivons avec. C'est la perception là. Donc on a accepté. Ce n'est pas accepté, mais la perception négative est connue. Vous comprenez? Donc ce qui fait que c'est un travail de fond à faire pour l'avenir. Je crois que parmi les priorités du chef de l'État, il y a également beaucoup d'aménagements à faire par rapport à l'organisation de la CENI, à la loi électorale, à beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'aménagements à faire là-dessus. Ça fait partie de ses priorités. Pour que pareille chose ne se reproduise plus jamais aux prochaines élections. Parce que c'est une réalité identifiée, constatée. Il faudra travailler maintenant par rapport à la... Mais Fiu Nodoboni, est-ce que quelque part,
s'attaquer au problème des sénateurs ne serait pas là s'attaquer à un épiphénomène qui n'est qu'une conséquence justement du problème profond dont vous faites allusion avec le problème de la CENI. Au lieu de s'attaquer au problème profond, au mal profond, le président de la République préfère faire des actions d'éclat là où il y a lumière et publicité. C'est deux choses. C'est-à-dire la CENI organise les élections du Sénat, des sénateurs. Mais maintenant, les sénateurs prennent l'initiative volontaire de corrompre. Et les députés qui sont censés protéger les intérêts de la République au second degré, s'il vous plaît, c'est-à-dire quand on élit au second degré, c'est un niveau où l'on regarde de près les intérêts de la République. On ne devrait pas avoir une légèreté dans la décision. Ce sont que des allégations, il n'y a encore pas de preuves jusqu'à présent. Si, justement, voilà pourquoi le chef de l'État a parlé de la suspension justement de l'installation du Sénat, tout simplement pour que le procureur ait le temps d'avoir des évidences qui justifieraient toutes ces allégations. Parce que un Sénat bâti sur la corruption, ça ne sera pas bon. Imaginez qu'un sénateur se retrouve dans un État étranger, sénateur, tout le monde le regarde, voilà, ce sont des sénateurs corrompus de la RDC. Déjà, ça donne une mauvaise image. Et lui-même, en tant que garant de bon fonctionnement des institutions, il a vu le mal de loin. Il a agi en responsable pour arrêter ce mal venir de loin. Je reprends ma question. Pourquoi il travaille dans le sens de crédibiliser cette institution. Je reprends ma question. L'organe qui organise les élections, de toutes les élections, elle-même n'est pas crédible. Pensez-vous que le produit venant de cet organe peut être crédible, quel que soit? Parce que nous sommes dans une situation aujourd'hui où, si nous devons parler des choses de cette manière-là, en fait, il faut éliminer l'État. Parce que les 80% du fonctionnement de l'État n'est pas crédible aujourd'hui. Donc, pour bâtir une nouvelle nation, on part de cette réalité-là. La réalité étant celle-là, nous partons avec cette réalité comme base pour que dans l'avenir, on commence à changer. Ce ne serait pas faire deux poids, deux mesures? Non, c'est pas deux poids, deux mesures. Non, parce que ce sont les sénateurs de l'UDPS qu'on sévit, mais quand il s'agit de l'organe qui organise les élections, on laisse couler l'eau sous les ponts. Ça pouvait être un autre parti. Je pense que le chef de l'État, en tant que garant de bon fonctionnement des institutions, agirait de la même manière. Est-ce là l'état de droit? Absolument, c'est un état de droit. Parce qu'un État qui bâtit ses organes sur base de corruption n'est pas dit de fonctionner sur cette terre. J'aimerais revenir sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Là, vous avez dit que le chef de l'État a suspendu l'installation du Sénat. J'aimerais lire juste une partie de la Constitution, justement. Est-ce que quelque part, l'article 114 qui dit « Chaque chambre du Parlement se réunit de plein droit en session extraordinaire le 15e jour suivant la proclamation des résultats des élections législatives par la Commission électorale nationale indépendante en vue de 1. Installation du bureau provisoire dirigé par le doyen d'âge assisté de 2 et le reste. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette décision par rapport à l'article 114 de la Constitution qui dit « Chaque chambre du Parlement se réunit de plein droit en session extraordinaire le 15e jour suivant la proclamation des résultats des élections législatives par la Commission électorale nationale indépendante. » Mais c'est vrai, c'est dans les conditions normales des choses. Tout ce que vous dites là, c'est dans les conditions normales. Mais nous sommes arrivés dans une situation où il y avait flagrance. Et le chef de l'État, dans son article 69 de la Constitution, il a la responsabilité de veiller au bon fonctionnement. Quand on parle de bon fonctionnement... L'article 69 donne au chef de l'État le droit d'empêcher une institution sœur de s'installer. C'est lui le garant. Il a la donc responsabilité. Il peut empêcher une autre Je parle bien de veiller. Il n'a pas, comment je vais dire, annulé les choses. Mais il a suspendu. Justement, il a suspendu en tant que responsable pour prévenir justement une tension fonctionnelle qui pourrait venir dans l'avenir. La question celle-ci, Fine de Noboni, réfléchissons à contrariori. Lorsque vous parlez de fonctionnement, le contraire de fonctionnement, c'est dysfonctionnement. J'aimerais comprendre où y a-t-il dysfonctionnement des institutions pour que le chef de l'État use de sa casquette de garant du bon fonctionnement. Il est question d'installer un Sénat issu des élections. Où est le dysfonctionnement pour que le chef de l'État dise qu'il faut qu'il soit garant de la nation du bon fonctionnement? Imaginez, nous avons un Sénat où la crédibilité va dans le sens d'un Sénat corrompu.
qui se retrouve dans une organisation internationale. Juste pour un parti politique qui a 12 C'est députés l'image et qui générale. pouvait l'image. calcul fait. Et calmez-vous, je pose ma question. Calcul fait, un parti politique qui a 12 députés provinciaux ne peut que produire entre 3 ou 4 sénateurs. Cet échantillon-là, pour plus de 100 sénateurs, vous voyez des discrédits. Non. Statistiquement, c'est pas logique. Ce n'est pas à ce niveau. Vous voyez, même, il y a des vidéos qui ont circulé, les audios qui ont circulé de telle ou telle autre personne. Vous avez suivi, certainement mieux que moi. Vous êtes des journalistes. Imaginez qu'une institution comme le nôtre, c'est-à-dire le Sénat, se retrouve dans une situation où la perception, où le fond est bâti sur la tricherie et d'autres collègues sénateurs, en regardant notre Sénat, disent que bon, ces fondements-là, ces Sénats-là, ce sont des corrompus. Quelque part, ça fragilise nos institutions. Quelque part, ça fragilise même le fonctionnement parce que vis-à-vis des autres, vous êtes mal perçu. Et le chef de l'État, voulant bâtir un État de droit, voulant bâtir une nation forte, voulant bâtir une nation qui ferait à ce que tout le monde puisse avoir une perception positive, parce qu'il faudra que ça soit en termes de discussion de certaines lois, pour le financement, pour toutes ces choses, ça devrait passer par ces organes-là pour validation. Et il faudra que nous puissions avoir des organes ayant une certaine crédibilité. Et voilà pourquoi le chef de l'État, en tant que responsable, il assume sa responsabilité, il a associé les organes compétents qui sont censés comprendre cette réalité, c'est-à-dire la CENI était présente, le procureur ainsi que tous les organes étaient présents, c'était une réunion interinstitutionnelle, il a donné sa communication et ensemble, ils ont compris les choses et l'option a été levée. Et lui, en tant que garant, il a assumé la responsabilité. Vous comprenez? Donc, de la logique, ici, en incriminant aussi bien les sénateurs qui ont corrompu, mais tout aussi les députés provinciaux qui ont été corrupteurs. Pourquoi ne pas suspendre ainsi de suite toutes les assemblées provinciales dans ce cas? Non, ici, il est question, la conséquence va arriver après, mais pour suspendre ou annuler, il faut qu'il y ait un rapport clair. Vous avez suspendu son rapport. Non, justement, la suspension est une mesure préventive. La suspension est une mesure préventive. Quand on suspend quelqu'un, c'est justement pour mener des enquêtes. On ne dit pas que la personne qui est suspendue est fauteur ou il est directement condamné. C'est pour avoir le temps de faire les enquêtes et de lever, de comprendre la réalité des choses. N'aurait-il pas eu une autre bonne façon de le faire sans violer la Constitution? Je vais poser une question, Findon de Boni. Est-ce que la réunion interinstitutionnelle remplace-t-elle les institutions habilitées? Par exemple, c'est la CENI qui produit un calendrier électoral qui peut les suspendre. Mais on a vu le chef de l'État, au cours de cette réunion, laisser faire cette réunion interinstitutionnelle, prendre la place de la CENI pour suspendre un calendrier. Deuxième cas de figure. Pourquoi ne pas attendre que la Cour constitutionnelle, qui a les pouvoirs constitutionnels d'annuler une élection, s'est prononcée par une saisine, par exemple? On laisse le Sénat se mettre en place et on saisit la Cour constitutionnelle en contentieux électoral et la Cour pouvait décider si elle pouvait annuler les élections pour des motifs aussi graves que la corruption. Bon, ici, il n'est pas encore question d'annulation, il s'agit d'une suspension. C'est ça la meilleure chose à faire. Non. À quoi va déboucher, sur quoi va déboucher ces enquêtes, si pas sur l'annulation des élections? Il s'agit d'une suspension. S'il s'avère que toutes les allégations dites par rapport au Sénat ne s'avèrent pas vraies ou fondées, la suspension va être levée. Si elle s'avère vraie, les choses vont se poursuivre normalement. Si elle s'avère vraie, et si ça s'avère vrai, oui, la procédure va être poursuivie. Il y aura certainement qui va déboucher sur saisine, qui va déboucher sur annulation. Sur toutes ces choses-là. Alors pourquoi on a violé la Constitution alors il ne me revient pas de me prononcer là-dessus. Pourquoi on a violé la Constitution pas, alors qu'on pouvait bien faire les choses? Il n'y a aucune violation de la Constitution. Bien sûr que si. Il n'y a aucune violation. Il n'y a aucune violation. C'est clair. Il n'y a aucune violation de la Constitution. Le chef de l'État a agi en garant de cette Constitution, a agi en responsable, a agi dans le sens de prévenir un danger qui est arrivé conformément à l'article 69. D'où tire-t-il les pouvoirs constitutionnels de suspendre la mise en place d'une institution telle que le Sénat? L'article 69 lui donne toute cette prérogative d'agir
et de De veiller suspendre et la de mise en place veiller d'une à institution ce que les indépendante. institutions, les organes de la République fonctionnent normalement. S'il a une vision beaucoup plus lointaine, L'installation, il c'est le le voit fonctionnement. en amont, Oui. il voit en amont un danger arriver, le chef de l'État a ses prérogatives de veiller. Il a cette responsabilité. Il a agi en responsable, il a assumé. Il n'a pas dit au coucher du soleil ou je ne sais pas quoi, mais il a dit, pendant que tout le monde suivait, il assume ses responsabilités pour l'intérêt de la République. Parce qu'en fait, lui, il vise quoi? L'intérêt de la République. Il ne voit pas l'intérêt d'une personne ou une autre. Il Mais voit ça devrait se l'intérêt faire du selon les Congolais. normes de la C'est l'intérêt du Congolais constitutionnelle. qui prime à ses yeux, et toute décision qui va dans le sens de privilégier l'intérêt de ces Congolais, rassurez-vous, le fera toujours. Parce que Et s'il le peuple s'avère d'abord. que les sénateurs, comme nous entendons dire, aillent déjà s'inscrire, les nouveaux sénateurs inscrits, On l'entend partout. on entend dire qu'ils En catimini, ils sont en train de se faire Ils sont en train de se inscrire. faire inscrire déjà, Ben, vous dites, enregistrés et identifiés auprès du... Bon, de- vous, de- dites, de- vous dites en catimini, mais du moins la C'est lui qui l'a dit, suspension- mais moi je dis que effectivement nous avons des informations comme quoi certains sénateurs se font déjà inscrire au niveau de l'administration du Sénat. Mais il n'y a pas de problème, mais du moins la suspension est là jusqu'à La nouvel suspension a été notifiée à l'administration du ordre. La Sénat. suspension est là jusqu'à nouvelle. Je pense qu'il faut aller investiguer pour vérifier, mais du moins la décision a été prise, c'est celle-là. Et puis, de Boni, finalement, ce que Félix Tshisekedi n'est-il pas en train de voir certaines décisions qu'il annonce n'est pas très respectées? Le président de la République a promis, par exemple, la nomination de l'informateur. Jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait, mais par contre, il a déjà des noms sur sa table pour nommer informateur du gouvernement. Qui vaut la parole d'un chef? Bon, je crois que le chef de l'État est dans une logique qui va certainement matérialiser. Nous sommes dans une nation où il y a des ordres qui doivent être revenus, et qui doivent revenir dans pratiquement l'ensemble des secteurs. Et vous savez également avec moi que les changements, c'est un monde inconnu. C'est un monde à grand risque. C'est un monde où l'on s'engage sans voir réellement la réalité de là où on va, en fait. Donc, il faut prendre de risques et le faire. Le chef de l'État, partant d'un certain nombre de décisions, il prend justement le risque. Le risque pour l'intérêt d'une nation, le risque pour refonder sur de nouvelles bases. Vous comprenez? Il prend ce risque-là. Donc, aujourd'hui, toutes les décisions qu'il est en train de prendre par rapport aux différents changements qui doivent arriver, c'est dans les sens-là, pour l'intérêt de la communauté. J'ai perdu le fil d'idée par rapport à ta question. Je Oui, voulais ma revenir en question était, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de formateur du gouvernement, mais Justement. on apprend que c'est plutôt le formateur qui sera désigné. Pas d'informateur. Pas d'informateur, alors que le chef avait Ça promis, reste, il avait promis ça la reste nomination dans de le cet secret informateur. du chef. Le chef de l'État, c'est dans son secret. Mais en ce qui me concerne, si je devais donner un avis personnel, toutes les rencontres qui sont faites en dehors du Parlement, ce sont des rencontres informelles qui n'engagent pas l'État. Ça n'engage en rien l'État. Je suis désolé de le dire, que le FCC se réunisse quelque part, lève une option pour dire qu'ils sont une majorité, c'est une réunion informelle qui n'engage pas l'État. Que le FCC, le cache, se réunisse quelque part pour faire des propositions au chef de l'État, c'est une réunion informelle qui n'engage pas l'État. Je ne connais pas une institution qui s'appelle FCC, je ne connais pas une institution qui s'appelle FCC Cash. Je n'en connais pas. Donc, ce sont des réunions informelles qui n'engagent pas l'État. Le chef de l'État ne peut pas tabler, prendre des décisions sur des réunions informelles. Le chef de l'État table sur des réunions formelles. C'est-à-dire, le Parlement, il y a des informations qui viennent de là. Pour recevoir les informations qui viennent du Parlement, il faut qu'il y ait un informateur. L'informateur arrive à l'Assemblée nationale, constate, il y a autant de groupes parlementaires qui sont constitués. L'ensemble de ces groupes parlementaires, le bloc ceci, constitue le bloc FCC ou bloc Cash ou bloc je ne sais pas qui. Et c'est cette information officielle tirée d'un organe fonctionnel de l'État qui est amenée au chef de l'État et qui permettra au chef de l'État de prendre une décision. Je suis désolé de dire que les chefs de l'État prennent une décision sur de propositions purement informelles. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et voilà pourquoi le chef de l'État prend tout son temps. Je dis, ça reste dans le secret du chef. Et lui-même, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions et conformément à la Constitution, il va travailler dans le sens à ce que la décision qui va être prise
aille dans le sens de l'intérêt général, de l'intérêt de la communauté, de l'intérêt de la nation, de l'intérêt de la population. Il travaillerait dans ce sens-là. Deux petites questions avant de terminer cette émission, mais fait signe la réalisation. Findo Ndoboni, après avoir reporté l'élection du gouverneur de province, un nouveau calendrier est fixé, ça n'a même pas pris un mois. Finalement, à quoi aurait servi ces reports? Puisque finalement la CENI a projeté... Bon, il revient à la CENI de venir justifier les reports. Hein, il revient à la CENI de venir... Le report est parti de la réunion interinstitutionnelle. Oui, il revient justement... Avec l'influence du chef de l'État. Il revient à la CENI de venir justifier, mais je pense que tout cela reste lié à cette histoire de corruption et autres. Ça reste lié. Mais les détails, je pense qu'il faudra appeler le porte-parole de la CENI pour donner les détails. Findo Ndoboni, acteur politique, vous avez été ensemble avec Martin Fayoulou, vous avez été ensemble avec Moïse Katumbi, vous avez été membre de cette méga plateforme qui s'était créée à Genval, les rassemblements. Aujourd'hui, comment vous faites, quelle lecture vous avez du fait que la MOUCA a finalement levé l'option de se transformer aujourd'hui en un regroupement politique? Nous sommes en démocratie, c'est le succès de la démocratie, c'est la fierté d'une nation jeune qui aujourd'hui est en train de se frayer une voie positive dans le sens de la démocratie. Ce sont de grandes personnalités de cette nation, des acteurs politiques importants, que ce soit le président Fayoulou, le sénateur Jean-Pierre Bemba, le président Moïse Katumbi, tous les autres, Prof Matungoulou, ainsi que ils sont à Adolphe Muzito, tout ça. C'est une fierté. Ils ont quelque chose à apporter pour cette nation. S'ils se transforment en plateforme politique, c'est une bonne chose. Le pays a besoin d'aller de l'avant pour reconstruire sous sa reconstruction. S'ils vont faire l'opposition, c'est positif dans le sens que le pouvoir actuel, c'est-à-dire a à côté de lui une opposition qui l'aidera à rectifier certaines erreurs ou certains actes posés. Ça, c'est le succès de la démocratie. Le bénéficiaire, ça sera qui? Ça sera la population. C'est ce que nous voulons. Nous voulons qu'en toute chose qui va se faire, le peuple demeure gagnant. Et c'est ça justement la vision du chef de l'État. Que chaque personne apporte sa pierre de construction de manière à ce que le peuple demeure gagnant. Pas une personne, pas un groupe de gens, mais ça soit le peuple qui demeure gagnant. Findo Ndoboni, nous sommes carrément à la fin de cette émission. Nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à nos questions. À moins que vous ayez rapidement, en 2-3 minutes, un petit mot, un mot de la fin. Non, je tiens à vous remercier, en se remercier également l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs. Et nous rappelons également à chacun de nous, vous qui nous suivez actuellement, notre identité en tant que nation, en tant que peuple. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple, vous devez le savoir. Nous sommes un peuple fort, grand et puissant. Nous avons une identité de la grandeur et non de la faiblesse, moins encore de la médiocrité. Les changements, c'est un monde à grand risque. Les changements, c'est un monde inconnu. S'engager vers les changements implique le risque à prendre, implique une discipline pour l'avenir, implique des décisions impopulaires à un certain moment. Mais préparons-nous pour ces changements-là. Et certainement, le chef de l'État prendra des mesures qui nous amèneraient vers ces changements, des mesures qui peut-être seraient impopulaires, mais l'objectif principal, c'est apporter les changements pour cette nation et que nous soyons bâtis sur des fondements solides et que les nations du monde entier puissent avoir un minimum de respect pour nous en tant que nation forte et puissante installée au cœur de l'Afrique. Voilà, c'est par ici que nous mettons définitivement fin à cette émission. Merci à Thierry Bongo qui l'a représenté avec moi. Merci beaucoup Patrick Odio. Et une fois de plus, un grand merci, Findo Ndoboni. Merci à vous également. Merci à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés, Yannick Moussingo, Domboma, Landry Foucault du côté de la réalisation qui était assisté de précieux Mouyoko. N'oubliez pas, les numéros affichés au bas de l'écran, c'est pour vous, pour que vous puissiez intervenir à cette émission. Vous pouvez écrire via SMS, via WhatsApp, ou également vous pouvez appeler pour nous apporter vos questions ou vos préoccupations. Moi, je vous remercie et vous fixe rendez-vous pour un nouveau numéro du magazine Grand Format avec le même plaisir. Merci.